Bonjour à toutes et à tous, on a quelques problèmes techniques, mais on va faire une introduction simple par vidéo. 1 minute pour introduire le sujet. Si vous pouvez baisser la luminosité en haut dans la cabine. Voilà, ça c'est pour commencer. Donc on vous a vendu un petit peu du rêve parce qu'il n'y aura pas de vote KOUT puisque la technologie, malgré l'ère de l'intelligence artificielle en 2025, n'a pas fonctionné et on travaille dessus depuis un quart d'heure. Ça sera pour la prochaine fois, mais on fera des votes à main levée, donc n'hésitez pas sur le quiz. Et puis on va tout de suite démarrer avec le premier quiz sur mythes et réalités en médecine hospitalière plutôt. Et la première à parler, je crois que c'est Camille Reynolds, à vous. Bonjour à tous. Alors, on va commencer, s'il vous plaît, participer, ce serait super. Donc, on commence avec un premier quiz d'un patient de 62 ans, connu pour une dépendance à l'alcool, cirrhose type B, qui est hospitalisé pour une suspicion d'hémorragie digestive haute sur des VO. Il est dénutri au status, il a un état général diminué, pas de signe de sevrage, pas de signe non plus d'éthylisation aiguë. Il a un examen neurologique dans la norme et une IRM cérébrale récente sans lésion. Pour la prévention de l'encéphalopathie verniquée chez ce patient durant son séjour hospitalier, quelle posologie de thiamine souhaitez-vous utiliser? A. 300 mg 3 fois par jour pendant l'hospitalisation. B. 300 mg 3 fois par jour pendant 3 jours, puis relais Péros. C. 300 mg 1 fois par jour pendant 3 jours, puis un relais Péros. D. 100 mg 3 fois par jour Péros au long cours. Alors je vous laisse voter qui est pour la réponse A. Okay. La réponse B. On a peut-être une dizaine de mains dans la salle. La réponse C, une majorité. Et puis la réponse D, quelques personnes. Donc la réponse correcte est en effet la réponse C, et on va en discuter aujourd'hui. Le mythe de la thiamine. Donc moi je voulais discuter de ça, ce fameux mythe de donner 300 mg IV pendant 3 fois par jour pendant 3 jours chez tous nos patients hospitalisés à risque d'encéphalopathie de Wernicke. Donc pour un bref rappel, il s'agit donc, que ce soit de l'encéphalopathie de Wernicke ou du syndrome de Korsakoff, d'une complication neuropsychiatrique liée à une carence en B1. Elle apparaît au bout de 2 à 3 semaines de carence. Et puis, pour faire bref, l'encéphalopathie de Wernicke, c'est la facette aiguë et réversible de ce syndrome, avec la triade classique que vous connaissez bien. Et puis le syndrome de Korsakoff, c'est des lésions plutôt irréversibles, avec une amnésie antérograde et une confabulation. Pour les deux, le traitement il est connu, c'est des hautes doses de thiamine IV. Par contre, pour la prophylaxie, il y a encore un peu des doutes et parfois des pratiques un peu variables concernant la posologie à adopter. Donc, je vais vous parler de 2 études. La première, c'est une RCT de 2022, la seule RCT qui existe sur le sujet, une étude australienne, randomisée, double aveugle, triple bras, qui a étudié donc une population qui présentait un trouble lié à l'utilisation de l'alcool et qui était asymptomatique avec un statut neurologique normal initialement. Et ils les ont répartis en 3 bras, comme vous pouvez le voir à droite, en bas à droite, avec 3 posologies de thiamine, 100 mg IV une fois, 100 mg IV 3 fois, 300 mg IV 3 fois par jour pendant 3 jours. L'outcome, c'était la performance cognitive à 3 jours. En termes de résultats, ce qu'ils ont pu observer, c'est finalement ce que vous voyez à droite de l'écran, les 3 schémas qui utilisent des tests cognitifs pour comparer les résultats à J3 dans les 3 groupes. On voit finalement de façon assez homogène dans les 3 groupes une évolution favorable des tests cognitifs, surtout sur les 2 schémas du haut. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il n'y a pas de différence significative retrouvée entre les 3 groupes pour l'outcome cognitif à J3.
Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, l'amélioration cognitive pré- et post-thiamine, elle ne semble pas expliquée par la dose de thiamine reçue. En termes de limitation de cette étude, une durée de suivi assez courte, 3 jours, vous êtes d'accord, c'est relativement bref pour évaluer des tests cognitifs. Ils ont de plus une population assez hétérogène, mais qu'ils ont toutefois essayé de limiter les biais en utilisant justement des échelles cognitives qui permettent de supprimer les biais liés aux différences socio-économiques chez des patients aborigènes. Et puis, les tests cognitifs comme outcome primaire, c'est assez débattable. Disons qu'on aurait pu choisir un outcome primaire plutôt neurologique plutôt que cognitif. Une deuxième étude dont je voulais vous parler est une revue de la littérature de 2017 qui a inclus 20 études françaises et anglaises afin d'évaluer finalement les pratiques courantes dans les différents centres hospitaliers pour la prévention de l'encéphalopathie de Wernicke. Ce qu'ils ont finalement mis en évidence, c'est que finalement parmi toutes les pratiques de ces études, même pour les patients à risque élevé, ce qui correspond finalement aux patients que nous on a, donc à droite du schéma, des patients dénutris avec des pathologies aiguës, concomitantes, des sevrages alcooliques. Chez ces patients-là, à visée préventive de l'encéphalopathie de Wernicke, ils utilisaient au maximum des doses de thiamine de 250 mg IV une fois par jour, pendant 3 à 5 jours. Donc finalement, en conclusion, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que finalement, on n'a pas d'évidence pour un dosage de 303 fois pendant 3 jours, même chez des patients à risque. À savoir qu'en effet, il y a toujours des facteurs confondants possibles, certes, avec des patients qui sont soit alcoolisés, soit qui ont des TCC, mais en tout cas, on peut conclure qu'une posologie de 300 IV une fois par jour se justifie pour les patients hospitalisés et qui ont des facteurs de risque. Toujours garder un seuil de détection bas pour le risque d'encéphalopathie de Wernicke qui ne concerne pas que les patients avec des dépendances à l'alcool, mais également tout patient dénutri ou à risque de malabsorption. Et un petit rappel sur le fait que seulement 4,5 mg d'un comprimé de 100 mg est absorbé au niveau intestinal chez un patient en bonne santé et 1,5 mg chez un patient avec une dépendance à l'alcool. Voilà. Alors, on enchaîne avec la deuxième vignette. Vous avez un patient de 68 ans qui a des troubles cognitifs et une sonde urinaire à demeure, et puis présente un état fébrile depuis ce matin à 40 degrés avec une confusion. Vous suspectez une récidive d'infection urinaire haute. Concernant la gestion de la sonde urinaire, vous proposez de A. Changer la sonde urinaire immédiatement et demander une culture urinaire après pose de la nouvelle sonde, car cela apporte un bénéfice clinique pour le patient qui vote pour cette option. Ok, changer la sonde urinaire après 48 heures d'antibiothérapie bien conduite, car cela diminue le risque de récidive. Qui vote pour cette option? Plus personne vote dans la salle. Ah, quand même, Raphaël. Ne pas changer la sonde urinaire, car il n'y a aucune preuve solide dans la littérature d'un avantage pour le patient. Réaliser un PET-CT pour identifier une hypercaptation de la vessie ou de la prostate. Personne. Ok. Alors, la réponse qui est bonne, c'est la réponse A. Changer la sonde urinaire immédiatement et demander une culture urinaire après pose de la nouvelle sonde, car cela apporte un bénéfice clinique pour le patient. Et j'ai 4 minutes pour essayer de vous convaincre que c'est la bonne réponse. Donc, changement de sonde à demeure à 48 heures durant l'urosepsis, mythe ou réalité? Donc, en refaisant la littérature, on a une seule étude randomisée dans la littérature sur le sujet, réalisée en EMS, avec comme intervention le changement de sonde urinaire à J0, vraiment au moment où on suspecte l'infection urinaire haute. Là, je vous ai mis les principaux résultats cliniques, les outcomes cliniques de l'étude, avec dans le groupe avec remplacement 24 patients qui avaient une infection urinaire haute qui étaient guéris à 28 jours, contre 15 seulement dans le groupe sans remplacement. C'était donc 2 bras de 27 patients. Puis, du coup, avec cette étude, a été adoptée dans les guidelines internationales, surtout l'IDSA ici, la recommandation que le cathéter pouvait être remplacé à J0 dans l'infection urinaire haute, avec une qualité de l'évidence qui était basse. Et puis, depuis 2010, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a encore cette étude, qui est une étude observationnelle, qui ne montre pas de différence sur les outcomes cliniques entre le remplacement de la sonde urinaire à J0 et pas de remplacement, avec une étude qui était dans son design rétrospectif sur 300 patients avec des biais possibles, malgré l'analyse multivariée, le score de propension, etc. Donc,
plus beaucoup de nouvelles études depuis lors, et puis encore cette étude que je trouvais intéressante à vous présenter, c'est une étude en fait observationnelle prospective, pré- et post-intervention sur environ 5000 patients dans différents services hospitaliers aux États-Unis, qui a montré une diminution de 60% du nombre d'infections urinaires sur cathéter, avec une réduction de la durée de séjour de 10% quand la sonde urinaire est échangée à J0. En fait, probablement on surdiagnostique ces infections urinaires chez les patients qui ont une sonde à demeure. Et puis, on a des meilleurs prélèvements microbiologiques, ce qui est important à l'heure de l'antibiorésistance. Donc, en conclusion, le remplacement de la sonde urinaire n'a pas de preuve ou de bénéfice à 48 heures d'antibiothérapie, c'est un mythe. Il pourrait en revanche être utile au moment de la suspicion clinique à J0. Il existe des données conflictuelles concernant le bénéfice clinique apporté par cette intervention et une étude randomisée de plus grande ampleur serait nécessaire. Cependant, au vu des bénéfices sur la qualité des prélèvements microbiologiques et la démarche diagnostique, notre recommandation est de réaliser le changement de sonde urinaire à J0. Merci. Donc on va aborder le troisième sujet. Il s'agit d'un patient de 85 ans connu pour une hypertrophie bénigne de la prostate qui se présente aux urgences pour une impossibilité à uriner depuis la veille au soir et des douleurs suspubiennes. Au status, vous constatez qu'il est hypertendu et qu'il présente effectivement des douleurs à la palpation suspubienne et vous réalisez un POCUS qui met en évidence la présence d'un globe urinaire avec environ 1900 ml dans la vessie. Concernant la méthode de sondage vésical, vous proposez A. Un sondage vésical et clampage après 500 ml, puis une vidange fractionnée pour éviter les risques et les complications. B. Un sondage vésical et clampage après 700... Pardon, qui vote A? Okay. B. Sondage vésical et clampage après 750 ml, hydratation intraveineuse et vidange fractionnée. Personne. C. Un sondage vésical continu en une fois des 1900 ml. Et D. Un massage abdominal pour réduire le risque de complications liées à la pose d'une sonde vésicale. Okay. Donc effectivement, c'est la réponse C. Donc je vais vous parler du sondage intermittent versus sondage continu ou rapide. Donc ça, c'est une revue de la littérature parue en 1997 de la Mayo Clinic qui a englobé environ 300 études de 1920 à 1997. Et le but, c'était de définir le risque de complications liées à la vidange vésicale et leur taux d'incidence. Les résultats, qui étaient principalement faits sur des études qui analysaient une décompression vésicale rapide, montraient un taux d'incidence de l'hématurie variant entre 2 et 16%, toutefois sans épisode d'hématurie sévère. Une tendance à la diminution de la tension artérielle, toutefois sans hypotension significative. Et puis, on observait une augmentation peu significative de la durée post-obstructive avec une incidence variant de 0,5 à 52% selon les études. En 1987, on a une étude qui est réalisée sur 10 hommes qui présentent une rétention urinaire aiguë et le but de l'étude était de comparer les changements de la pression intravésicale en cas de drainage continu versus fractionné. Et ce que vous voyez sur le diagramme à gauche, donc c'est les patients qui ont eu une vidange continue. Et puis les résultats à droite, c'est sur des patients qui ont une vidange fractionnée. Et en fait, on voit qu'il y a une diminution de 50% de la pression intravésicale après une vidange de 50 à 100 ml d'urine et qu'il n'y a pas de différence en termes de complications, à savoir hypotension et hématurie, dans les deux groupes. Et donc finalement, ce qu'on peut extrapoler de ça, c'est que dans la pratique quotidienne, quand on recommande de faire des vidanges fractionnées, on ne réalise pas de clampage à 50 ml, mais plutôt au-delà de 500 ml. Et donc il n'y a pas de différence entre une vidange fractionnée ou continue par rapport au risque de complications. Et puis enfin, en 2013, on a une première étude randomisée contrôlée qui englobait 294 patients hommes qui présentent une rétention urinaire aiguë. Et puis, on comparait la décompression rapide versus graduelle. Et l'outcome qui était analysé, c'était le collapsus circulatoire ou l'hypotension significative, ainsi que l'hématurie macroscopique. Et ce qu'on constate, c'est que l'incidence de l'hématurie elle est similaire dans les deux groupes, avec 16 cas dans le groupe de la décompression graduelle et 16 cas dans le groupe de décompression rapide, et puis qu'il y avait 6 et 4 cas de saignement importants dans le groupe de décompression graduelle et rapide respectivement, qui ont nécessité une intervention qui était la pose d'une sonde urinaire 3 voies. Et qu'en fait, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes dans la survenue et la sévérité des saignements. Concernant la tension artérielle,
vous avez donc à gauche les patients qui ont une décompression rapide versus à droite les patients qui ont une décompression graduelle. On voit que dans les deux cas, les patients étaient initialement hyper tendus et qu'on a plutôt une tendance à une normalisation de la tension artérielle, mais dans aucun cas une hypotension et un collapsus significatif. Et donc, en conclusion, on peut dire que le sondage urinaire continu est sécuritaire et ne présente pas plus de risques de complications par rapport au sondage graduel, et qu'à l'inverse, une décompression graduelle est plus complexe et chronophage pour les équipes. Bonjour, je vais vous parler d'un homme de 45 ans en bonne santé habituelle, originaire d'Inde, qui a séjourné dans une prison en Russie. Il est en Suisse depuis 2 ans. Il présente depuis 2 mois une toux chronique productive avec des sueurs nocturnes et une perte de poids. Il a un test VIH qui est négatif et un quantiferon qui est négatif aussi. Qu'est-ce que vous faites? A. Vous êtes rassuré, vous écartez la tuberculose et vous cherchez une autre cause. Qui vote pour A? Excellent. Vous répétez le quantiferon ou faites un TB spot. C. La TB reste active et vous poursuivez les investigations. Et D. Vous initiez un traitement pour une tuberculose latente. Donc la réponse c'est effectivement C. Il y a une deuxième partie, mais là je ne vais pas vous demander votre avis, c'est juste pour illustrer. C'est une étudiante en médecine de 25 ans qui est née en Suisse, qui n'a pas d'exposition connue à la tuberculose et elle fait un quantiferon pour une procédure d'embauche et le test revient positif. On va discuter de ce cas aussi. Donc moi je vais vous parler un petit peu du mythe de l'IGRA pour la TB active. L'IGRA c'est donc l'Interferon Gamma Release Assay. Il y en a 2 disponibles sur le marché en Suisse, le quantiferon et le TB Spot, T-Spot TB, pardon. Et en fait, il s'agit d'un test qui a un avantage par rapport au test de Mantoux, c'est-à-dire qu'il arrive à différencier une infection ancienne versus une vaccination, ce que le Mantoux n'est pas capable de faire. Et vous voyez ici, la tuberculose, comme vous le savez, a différents stades de maladie et chaque stade de maladie requiert une approche particulière au niveau diagnostic et au niveau traitement. Comme vous le voyez ici, les IGRA, lors de la maladie active, sont habituellement positifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours positifs. Pourquoi? On le sait depuis plus de 15 ans que la sensibilité et la spécificité de ces tests pour la tuberculose active n'est pas très bonne, aux alentours de 80%, dans une méta-analyse de 2011. Ces résultats ont été confirmés dans une étude un peu plus récente qui montre aussi des sensibilités aux alentours de 82%, un peu moins pour le quantiferon. Je porte votre attention au rapport de vraisemblance qu'on va utiliser dans un instant. Donc un petit rappel du théorème de Bayes. Donc c'est une approche qui nous permet d'utiliser la probabilité pré-test en la transformant en cote pour utiliser ensuite le rapport de vraisemblance et obtenir une probabilité post-test. Et puis on va faire cet exercice pour nos 2 cas. Donc pour le patient qui a une suspicion de TB active que vous avez correctement identifiée, on peut partir du principe qu'il a un haut degré de suspicion de TB avec une probabilité pré-test de 30%. J'ai fait le calcul ici en détail, mais on va utiliser le nomogramme de Fagan. Donc avec un rapport de vraisemblance négatif qui est à 0,41, on arrive à une probabilité post-test de 14,9%. En réalité, ensuite, si on revient sur le cas de la jeune étudiante en médecine, on peut dire qu'elle a une très faible suspicion de TB latente avec une probabilité de pré-test aux alentours de 1% ou plus. Ici, le rapport de vraisemblance positif pour la TB latente avec des sensibilités et spécificités qui sont excellentes pour ce test et on arrive à une probabilité post-test de 14,9%, identique au précédent cas. En réalité, pour le patient qui a une suspicion de TB active, on va dire que la probabilité pré-test est plus haute que 30%, peut être 50 voire plus, et donc la probabilité post-test reste élevée, donc c'est clair qu'on ne peut pas exclure la tuberculose active chez ce patient qui a une symptomatologie typique. C'est pour ces raisons-là que les experts suggèrent qu'on ne peut pas utiliser les IGRA pour le diagnostic de la TB active. Ça, c'est des recommandations de l'ECDC qui sont aussi étayées par les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique et la Ligue pulmonaire suisse. Parce que
raison de la sensibilité et spécificité diminuée. Je vous mets ici pour référence les indications au diagnostic de la TB latente que je vous laisse consulter. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que ces deux cas avaient une probabilité post-test qui était similaire. Et puis, il faut toujours mettre la probabilité dans un contexte clinique particulier, c'est-à-dire que lorsqu'on a une suspicion élevée, on ne peut pas exclure une infection ou une maladie avec une probabilité à 14%. Par contre, quand on a une probabilité très faible, 14%, pour inclure une maladie, c'est un peu trop bas. Donc en conclusion, les IGRA n'ont pas été développés pour le diagnostic de la TB active. S'ils sont positifs, ils ne permettent pas de différencier une infection latente ou active. S'ils sont négatifs, attention à la probabilité pré-test. Un petit rappel que la TB active se diagnostique par l'examen et l'anamnèse, l'imagerie thoracique et la mise en évidence de Mycobacterium tuberculosis. Dans certaines situations, le diagnostic est difficile et il y aurait une petite place pour les IGRA, mais ça c'est vraiment du ressort des spécialistes, donc n'hésitez pas à appeler les pneumologues. Merci pour votre attention. Et du coup, on va maintenant parler d'un homme de 58 ans qui est connu pour une cirrhose B7. Il est actuellement sevré de l'alcool avec une acide qui reste modérée, bien contrôlée habituellement par des diurétiques. Donc il a du spironolactone 300 et du thorazémide 100 mg par jour. Et il n'a aucune complication dans ce contexte-là. Mais malgré tout, son ventre gonfle un petit peu, il n'arrive plus à faire ses lacets sans être essoufflé et il consulte son médecin traitant. Chez ce patient, est-ce que vous avez envie d'ajouter un troisième diurétique, faire une ponction évacuatrice sans oublier d'ajouter l'albumine après 5 litres, ajouter d'emblée 40 grammes par semaine d'albumine au long cours en plus des diurétiques, ou demander un avis gastro-entérologique pour un TIPS? Qui vote A? Qui vote B? Qui vote C? Et qui vote D? Bon, c'était très partagé. La réponse est effectivement C, ajouter 40 grammes par semaine d'albumine au long cours, en plus des diurétiques. Ça nous permet d'aborder le cas aujourd'hui de l'albumine pour le patient cirrhotique. Est-ce que c'est un remède miracle ou un mirage amer? On va juste faire un petit rappel sur les indications qui sont déjà recommandées avec une recommandation de grade 1, donc très forte. Chez les patients donc, cirrhotiques, on peut utiliser l'albumine pour la péritonite bactérienne spontanée, pour le syndrome hépatorénal de type 1, pour la dysfonction circulatoire post-parasynthèse. Donc je le rappelle, c'est bien à partir de 5 litres et pas avant qu'elle est indiquée. Et puis aussi pour les crampes musculaires. Mais quid de l'albumine au long cours chez ces patients avec une cirrhose et de l'acide réfractaire? Donc la recommandation de l'ISOL en 2022, c'est effectivement de pouvoir envisager l'albumine au long cours, ça veut dire plus d'1 mois. Et pour la dose et la posologie, ça, on va en voir ça maintenant. Il y a 3 études qui ont permis un petit peu de répondre à la question. La première qui a ouvert le débat, c'est Hunser, en 2018, une étude randomisée contrôlée multicentrique en Italie, qui, avec un faible nombre de patients, quand même 440, c'était des patients avec une cirrhose, une acide non compliquée, déjà en cours de sevrage ou sevrés complètement de l'alcool, donc c'était déjà des patients triés sur le volet, pour lesquels l'albumine au long cours a montré jusqu'à 18 mois une diminution de la mortalité et des complications, donc acide, infection et l'encéphalopathie. Vu que la mortalité était quelque chose de très important, les collègues ont fait en 2022 une méta-analyse pour vérifier si c'était vraiment un faible signal ou quelque chose de très fort. Finalement, ils n'ont pas retrouvé avec une méta-analyse sur plus de 2000 patients, pas d'effet sur la survie. Par contre, ils ont bien effectivement retrouvé la diminution de l'acide avec un petit caveat, attention aux œdèmes pulmonaires, quand on donne trop d'albumine, ça peut parfois déclencher. Et finalement, la troisième étude, Real Answer, c'est une étude rétrospective sur 312 patients qu'on va développer un tout petit peu plus maintenant. Mais leur conclusion, c'est que finalement, avec des patients de la vie réelle, ça veut dire qu'ils ont un petit peu moins sélectionné, ils ont plutôt regardé les patients qui avaient aussi de l'acide, mais avec des complications associées, des ponctions fréquentes, des infections régulières, chez qui ils ont introduit, enfin, l'albumine au long cours avait été introduite et ils ont regardé l'outcome. C'est ces patients, donc, ils avaient soit une acide de grade 1, 2 ou 3, et après environ 3 mois de traitement, il y avait déjà 34% qui avaient réduit leur acide à un grade 0, donc résolution complète, ou grade 1, donc très faible acide. Et au bout de 10 mois, on était à 56% des patients qui avaient atteint ce stade-là.
Ils ont essayé de déterminer quels étaient les facteurs prédictibles d'une bonne réponse, et puis finalement, c'était les mêmes patients qu'on avait dans la première étude, c'est-à-dire des patients qui n'avaient pas de ponction depuis 6 mois, pas d'infection, et puis des patients plutôt jeunes, sevrés de l'alcool. Quiz, je vous propose une patiente de 62 ans, connue pour une insuffisance rénale chronique de stade inconnu, qui se présente aux urgences avec des douleurs thoraciques, une dyspnée survenue brutalement en retour de voyage. Elle est tachycarde, tachypnéique, hypoxique légèrement. L'auscultation est propre. Le score de Genève que vous réalisez est intermédiaire, donc vous faites des dédimères qui sont positifs. Et au labo, il y a une créatinine à 162 micromoles par litre, ce qui lui fait un GFR estimé à 31. Il n'y a pas de TVP à l'échographie. Vous suspectez donc fortement une embolie pulmonaire. Vous prescrivez un CT thoracique injecté, mais la radiologue est inquiète de la fonction rénale. Qu'est-ce que vous faites? Alors, A, vous annulez le CT et vous demandez une scintigraphie. Qui ferait ça? B, vous demandez de réaliser tout de même l'angio-CT. C, vous débutez une préparation au NABIC, sodium bicarbonate, 1,4%, et vous repoussez le scanner. Et D, vous débutez une anticoagulation thérapeutique et vous repoussez le scanner. Alors effectivement, vous demandez de réaliser tout de même l'angio-CT, et donc ça va me permettre de vous parler de la néphropathie au produit de contraste, sur cette petite inspiration de Roméo et Juliette. Alors, d'où vient cette peur des produits de contraste? Eh bien, dans les années 50, il y a une série de cas publiés d'anurie après les pyélographies, et c'est de là qu'est né le concept de néphropathie au produit de contraste, à savoir qu'à l'époque, les contrastes utilisés étaient effectivement néphrotoxiques et qu'ils ont bien évolué depuis, et que les volumes utilisés ont aussi diminué. Et puis, dans ce cas précis, par ailleurs, il s'agit d'un patient qui souffrait de myélome multiple, ce qui le mettait déjà à risque d'une insuffisance rénale. Alors, comment on définit une néphropathie au produit de contraste? Eh bien, il s'agit d'une augmentation de la créatinine de plus de 44 micromoles par litre ou d'une augmentation de plus de 25% de la créatinine basale dans les 72 heures après injection. Donc, comme vous voyez, c'est une définition très large et très aspécifique. Et puis, donc, dans les différentes études, pour des raisons éthiques, il n'y a que des études plutôt rétrospectives sur le sujet, mais jusqu'à ce jour, nous avons un clair manque d'évidence sur le lien de causalité entre le contraste injecté et l'élévation de la créatinine dans les jours suivants, comme vous le voyez ici sur ces deux études qui ont comparé les valeurs de créatinine après un scanner avec contraste versus un scanner sans contraste, et puis absolument aucune différence sur la créatinine post-scanner. Donc ça traduit un probable biais de confusion par indication, puisque le patient qui est scanné a de nombreuses autres raisons d'augmenter sa créatinine dans la phase aiguë, comme l'hypotension, l'hypovolémie, l'inflammation. On conclut donc que l'incidence de la néphropathie au produit de contraste est sûrement largement surestimée. Et puis, quand bien même le contraste augmenterait ce chiffre de créatinine, la vraie question c'est: est-ce que mon scanner risque de pousser le patient vers la dialyse ou vers le décès? Quelles sont les conséquences? Eh bien, j'ai trouvé de nombreuses études et en fait, aucune n'a réussi à démontrer un risque significatif de lésion rénale ou de lésion rénale persistante. Pas de risque augmenté de passage en dialyse, pas de risque augmenté de mortalité. Et notamment cette méta-analyse ici qui a même conclu en disant qu'il faut chercher d'autres causes imputables à l'insuffisance rénale aiguë post-scanner. Donc en conclusion, les études face au produit de contraste sont largement disproportionnées, enfin les inquiétudes, pardon, et risquent même de retarder la prise en charge d'une pathologie potentiellement grave et mortelle. Donc je vous propose cet algorithme décisionnel dans votre pratique quotidienne. J'ai besoin d'un scanner, ok, quel est le GFR du patient? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que j'ai besoin de mon scanner pour soigner mon patient? Oui, alors je scanne. Et puis en bonus, je vous montre cette RCT de 2018 qui s'appelle l'étude PRESERVE, qui a comparé l'effet sur la créatinine d'une préparation avant un scanner par NaCl versus NABIC et d'une préparation par acétylcystéine versus placebo sur plus de 100 000 vétérans avec un GFR entre 15 et 45. Et il n'y a absolument aucune différence retrouvée, donc aucunement besoin d'une préparation au bicarbonate, une hydratation simple et suffisante si votre patient est hypovolémique. Voilà, merci à tous pour votre attention.